Donc, on voulait revenir un peu sur l'objet du panel de cet après-midi et parler un peu aussi du contexte difficile des interventions. Qu'est-ce qu'on entend par contexte difficile des interventions? Vous l'aurez noté, la couverture géographique qui est ici annoncée, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et dans le Sahel, depuis quelques années, on est dans des situations de ce que beaucoup dans la région appellent une polycrise, c'est-à-dire qu'on a plusieurs crises qui s'entremêlent, qui se succèdent et qui parfois même se passent en même temps. Une crise sécuritaire, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise politique, une crise même sur le plan législatif dans beaucoup de nos pays d'intervention. On peut citer les situations au Burkina Faso, on peut citer les situations au Niger, également au Mali, qui sont des situations parfois relativement très dynamiques. On a fait une consultation au mois de juillet au Sénégal sur justement cette situation de polycrise dans le Sahel, où on a eu vraiment une analyse très fine pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on avait des représentants du Burkina Faso qui ont un peu exposé la situation difficile qui se passe dans leur pays en termes de législation, en termes de fermeture d'écoles, fermeture de centres de santé, de déplacement des populations, déplacements qui restent dans le pays interne ou des déplacements externes dans des pays voisins et qui augmentent bien entendu les besoins de base de ces populations. Lorsque l'on parle de contexte d'intervention difficile, on pense aussi à l'entourage, à l'environnement social. Et ça, on peut dire que c'est dans tous les 10 pays que cela s'oppose. Il y a la stigmatisation, il y a la discrimination qui peuvent apparaître à tout bout de champ pour des populations vulnérables. Souvent, on le voit dans nos communautés parce qu'on pense que vous êtes différent, quelle que soit la source de la différence. On va vous regarder différemment, on va vous pointer du doigt, on va même peut-être avoir un comportement où vous-même, vous commencez à vous auto-stigmatiser et vous restreignez face aux services de santé. Donc, on a eu des témoignages d'experts et de personnes qui elles-mêmes ont vécu cette stigmatisation et qui sont venus partager également ces expériences. Lorsque l'on parle de contexte difficile, on pense également à la question de la santé mentale, ce qui est tout à fait logique quand on est quotidiennement confronté à de l'hostilité où quotidiennement on doit se demander est-ce que je vais me faire agresser, comment les gens vont me voir, il faut que je fasse attention à ce que je suis en train de dire, etc. Ça amène à beaucoup de fragilité et beaucoup de problèmes sur le plan de la santé en général, parce qu'il y a aussi des maladies même psychosomatiques. On peut parfois ressentir des symptômes parce que psychologiquement, on n'est pas bien. Et on avait un expert psychologue qui était avec nous et qui a pu vraiment partager aussi toute son expertise et son expérience, parce que ce que les collègues ont partagé, c'était aussi beaucoup de l'expérience vécue. Et enfin, le dernier angle par lequel on a développé cette question du contexte difficile, c'est aussi le contexte économique et financier de nos organisations. On se retrouve très dépendant de l'aide extérieure, des financements extérieurs, et souvent ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il y a des troubles ou des politiques ou de l'instabilité politique, on l'a expérimenté aussi dans les pays, on note un départ de certains partenaires et du coup, avec le départ des partenaires, il y a des projets qui ferment, en plus des écoles qui ferment, comme on en a parlé tout à l'heure, et ça fait reculer aussi beaucoup les acquis qu'on a dans certains pays. Donc pendant toute l'après-midi, nous avons beaucoup discuté sur quels sont les défis en termes de financement et comment on peut faire de sorte de diversifier et de permettre que même dans des contextes qui sont très difficiles, d'avoir une certaine souplesse dans les financements. Parfois, c'est même difficile de recevoir des fonds qui n'arrivent pas. On a vu la question de l'UMOA et des pays comme le Niger où c'était très difficile de faire des transferts de fonds. Mais il y avait vraiment un appel et des échanges pour voir comment assurer quand même un certain nombre de services et que les interventions
qui permettent aux personnes de survivre, qui permettent aux personnes d'avoir une bonne santé, puissent être garanties. Le Luxembourg est engagé dans l'Afrique de l'Ouest comme région depuis des décennies, depuis les années 80-90. Plusieurs de nos pays partenaires historiques se trouvent dans cette région, en commençant par le Cap-Vert, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et maintenant les derniers arrivés à cela, Bénin et Togo. Donc nous sommes fortement attachés à cette région qui absorbe la grande majorité des fonds luxembourgeois destinés à la coopération au développement. Donc ça c'est une réponse à votre question. Donc nous sommes fortement attachés à la région en tant que telle. Donc c'est pour cela qu'une approche régionale pour nous fait du sens. Deuxième élément de réponse, pourquoi une approche régionale? Qui dit région dit frontière, qui dit frontière dit brassage, échange d'hommes et de femmes, de marchandises, et qui dit frontière dit les coins aussi reculés de la région où se trouve la grande majorité des populations vulnérables. Les hommes et les femmes travaillant dans les transports, qui attirent les travailleuses de sexe, etc. Donc c'est effectivement là où un projet doit s'attaquer aux racines, au fond du problème. Donc c'est pour ça que doublement nous attachons une grande importance à l'approche régionale de ce projet, du projet FEV. Historiquement, le Luxembourg était très présent dans les pays de la bande sahélienne, surtout avec les services sociaux de base. Santé, eau et assainissement, formation professionnelle aussi, beaucoup pour offrir une perspective à la jeunesse sahélienne. Donc ça, c'était les grands axes dans les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Ici, au Bénin, on continue cette même approche, si on veut. On se concentre beaucoup sur la formation professionnelle, notamment dans l'agriculture, mais aussi dans l'hôtellerie, la restauration, etc., en lien avec les priorités du gouvernement du Bénin. Mais aussi le Bénin étant un peu plus avancé que les pays sahéliens, ça nous permet aussi d'explorer d'autres pistes un peu plus ambitieuses. C'est pour cela que nous sommes très engagés dans la finance inclusive. Le Luxembourg étant un centre financier, donc nous espérons pouvant mobiliser notre écosystème et notre savoir-faire dans cela, mais aussi la digitalisation. Le Bénin étant aussi très attaché à la digitalisation de ses services publics, etc. Dans tous ces programmes-là, nous soutenons aussi les besoins et les aspirations de la population. Dans la finance inclusive, par exemple, nous voulons que l'accès au crédit soit facilité. Et dans la digitalisation, nous allons aussi appuyer des femmes qui veulent devenir des entrepreneuses dans digital. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.